10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Un joueur à suivre par club de Ligue des Champions. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour reparler de Champions. Hier soir, bien sûr, c'était le tirage au sort de la phase de Ligue. On en a fait un live. C'était costaud. J'ai pris un peu de temps à m'en remettre. La nuit a été longue et courte parce que quand même ce matin, il fallait se réveiller tôt pour regarder de plus près les 36 équipes engagées en Champions et vous sortir un joueur à suivre. Alors, il y a 10 jours, j'ai fait 10 joueurs à suivre en 25-26 en regardant le top 10 de Champions. Celui que Winamax mettait comme étant les 10 favoris, donc le Barça. On a fait le joueur à suivre du Barça, de Liverpool, du Paris Saint-Germain, d'Arsenal, du Real, de City, du Bayern, de Chelsea, de Naples et de l'Atlético de Madrid, parce qu'à l'époque, Tottenham n'était pas dans le top 10. Ils sont passés dans le top 10 désormais, comme une indication du bon début de saison que les hommes de Thomas Frank sont en train de faire. Mais donc, on a déjà fait ces 10 clubs. Cette vidéo, c'était les joueurs pivots, les joueurs points de bascule. Ça avait duré 46 minutes, donc j'ai peur de la durée de celle-ci qu'on s'apprête à enregistrer. Tout ça pour dire que ces 10 clubs ont déjà été mentionnés. Je vais pas les évoquer aujourd'hui. Donc désolé si vous êtes supporter, et je pense qu'on vient d'exclure 90% de l'audience. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo-là si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va parler des 26 autres clubs. On va tellement souvent reparler de ces 10-là. Aujourd'hui, regardons un petit peu les 26 autres. On va faire Tottenham, effectivement, puisqu'ils ont surgi dans ce top 10. On va regarder encore un petit peu plus en détail le calendrier. Ça va nous être utile. Et cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. Donc si vous préférez l'écouter en podcast, dédicace à tous ceux qui sont là actuellement déjà à la salle, dans les transports avec leur podcast. Mais si vous voulez, c'est disponible sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute. Ça peut être utile parce que je vais beaucoup parler. Je ne sais pas si ce sera très intéressant de me voir en train de parler. Peut-être juste l'écoute suffira. Commençons tout en bas avec Paphos. Le Paphos FC, les tout nouveaux. C'est même la première fois de ma vie, hier, en préparant les visuels pour le tirage au sort, que j'ai vu ce logo. J'ignorais totalement leur existence. On connaît parmi les clubs chypriotes, quelques-uns. L'Apoel Nicosie quand même, qui nous avait éliminé il y a quelques années en 8e de finale de Champions. L'Apollon Limassol, qui je crois a éliminé un autre Olympique il n'y a pas si longtemps. L'Arnaca, quelques clubs ici et là. Mais Paphos, c'est un très jeune club. Officiellement, ils sont fondés en 2014. La fusion de 2 clubs de la région. Et ils sont qualifiés en sortant le Dynamo Kiev et l'Étoile Rouge en barrage. Gros parcours. Avec cette formule de LDC qui rapporte énormément d'argent. Et on est peut-être parti pour un cycle de domination qu'on suivra d'assez loin quand même. Mais un cycle de domination du championnat chypriote par Paphos. On verra. Leur coach, c'est un ancien assistant d'Emery à Arsenal, au Paris Saint-Germain, Juan Carlos Carcedo. C'est un jeune club, mais ils ont un des effectifs, je pense, les plus âgés de la compète. Beaucoup de trentenaires. Peut-être, parmi les joueurs à suivre, le petit Brésilien de 24 ans, Jaja, qui a marqué le but de la qualif au match retour. Allez voir les images, c'est pas mal. Drôle de but qu'il met. Match retour, 89e minute contre l'Étoile Rouge. Il met le but de la qualif. Et même, il avait fait quelques rushs intéressants. C'est peut-être... c'est un des plus jeunes joueurs de l'effectif, il est brésilien, c'est un offensif, peut-être c'est lui, mais en vrai, c'est un autre brésilien qui est un peu plus vieux, qui n'a pas joué sur les matchs d'élimination directe, donc je ne sais pas s'il jouera cette saison, mais David Luiz, je l'ai appris hier, a signé en provenance de Fortaleza. David Luiz a signé à Paphos, et donc, il va retrouver Stamford Bridge, parce que les amis de Paphos, ils ont un déplacement à Chelsea, ils reçoivent le Bayern Munich. Ils ont un déplacement à la Juve aussi. Ils vont jouer Monaco. Donc on va voir Paphos contre un club de Ligue 1. Je ne sais pas si David Luiz a le niveau pour être titulaire cette saison en Champions. Mais il est là. Donc ce sera mon joueur à suivre de Paphos. Passons à Qarabag. Rapidement, c'est un club azéri qui a déjà joué à la Champions. C'était en 2018. C'était tombé dans le groupe de Chelsea, Roma, Atlético. Ils avaient pris 10-0 en cumulé contre Chelsea. Ils vont rejouer Chelsea. Et ils vont aller... Qarabag, ils vont aller à Anfield. Ils ont plutôt un gros calendrier parce qu'ils vont aussi aller à Naples, à San Mamés, à Lisbonne pour jouer le Benfica. Beaucoup de déplacements périlleux. Qarabag, bien sûr, ça va être aussi
une grosse aventure pour ceux qui vont en Azerbaïdjan. C'est peut-être le club le plus pauvre de la compétition. Son effectif total est évalué à 25, et je crois que pas faux, c'est un peu moins. Mais sur les transferts, ils font quasiment pas de transferts payants. Karabag, ils ont acheté pour 900 000 euros cet été. Ouais, c'est ça. Sur les 4 dernières années cumulées, je suis allé checker, c'est 5 millions dépensés. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont un patchwork de plein de nationalités différentes, beaucoup de Brésiliens. Le groupe WhatsApp des Brésiliens qui jouent en Azerbaïdjan, je crois qu'il est conséquent. Et du coup, peut-être parmi ceux-là, Kadi Borges, un milieu offensif de 29 ans, qui a fait un parcours Karabag, Krasnodar, Ferencvaros, et il revient à Karabag. Il nous faut un documentaire Netflix sur ces vies-là. Mais finalement, je crois que j'ai pris Leandro Andrade, qui est une boule supersonique capverdienne. C'est lui, l'ailier droit, petit ailier droit, Leandro Andrade. Et en fait, je regardais parce que je regardais un petit peu de plus proche Abdellah Zoubir, qui est le capitaine, un franco-marocain qui était dans le nord et qui a joué un petit peu à Lens, qui est à Karabakh depuis genre 2018, un truc comme ça. Donc ouais, c'est le capitaine, il est là depuis longtemps. Et l'UEFA montrait un de ses buts, machin. Et au début, je pensais que c'était Leandro Andrade, parce que c'est lui qui fait toute l'action, et Zoubir finit. Mais lui, il est capable de petites explosions. Et en plus, le Cap-Vert est plutôt bien classé dans son groupe d'élimination pour la Coupe du Monde. Ils sont avec le Cameroun en ballottage. Mais peut-être on aurait le Cap-Vert à la Coupe du Monde, alors qu'ils sont même pas à la CAN, ce qui est dingue. Et là, on aurait peut-être Leandro Andrade, qui ferait son retour au Cap-Vert si Karabag fait un beau parcours. Voilà, je pense qu'on a suffisamment parlé de Leandro Andrade et de Karabag, qui ne sera pas dans le top 24 à moins d'un séisme. Copenhague a sorti Bâle en tour à élimination directe de Champions. Ils ont pas mal vendu cet été, dont le petit crack Victor Froholt, dont j'ai envie de vous parler bientôt. Je prépare une vidéo sur les cracks à suivre. Dommage que Porto soit pas en Champions. Ils ont sorti aussi de leur effectif Rooney Bargi, bien sûr, qui est parti au Barça. Ils jouent avec un duo en pointe, Andreas Cornelius, l'Olivier Giroud danois, et El Younousi. Plutôt un ailier, mais ils ont mis dans un 4-4-2, dans un système à 2 devant. Donc ok, mais le joueur à suivre, c'est facile. Pour Copenhague, c'est bien sûr Youssoufa Moukoko, qui a été acheté 5 millions par Copenhague cet été. Le débat sur son âge a ressurgi il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il a vraiment 20 ans ? Son père adoptif, son faux père, dit que non, que c'est plutôt 24 ou 25. Surtout, il n'a jamais confirmé les promesses qui étaient entrevues à ses débuts à Dortmund. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Donc, il y a un vrai pari et il y a une vraie interrogation. Est-ce que Moukoko, en Champions, il a marqué sur le match, le barrage, mais sur un penalty. Je crois que par contre, il a marqué sur un des premiers matchs de Superliga danoise, effectivement. Donc, on verra ce que Moukoko donne à Copenhague. Il joue Dortmund. Donc, Moukoko va retrouver Dortmund. Dommage, c'est pas en déplacement au Signal Iduna Park, c'est à la maison. Mais, et Bargi, du Barça, va peut-être aussi rejouer Copenhague, va peut-être recevoir Copenhague si il réussit à être enregistré. Mais ouais, une histoire danoise en perspective avec Youssoufa Moukoko, et on verra ce que donne Copenhague. Le Kairat Almaty, j'ai commencé à en parler un petit peu hier. C'est ça peut-être l'équipe la plus faible de toute cette Champions. Leur effectif est évalué au total à 12 millions d'euros. Ils sont 311e au classement UEFA, le Kairat Almaty. C'est leur toute première participation. Ils ont passé les 4 tours de qualif, mais avec seulement 3 victoires sur leurs 8 matchs. Ils n'ont pas beaucoup marqué, un seul but contre Bratislava et Celtic confondus. Même s'ils sont champions du Kazakhstan, en vrai, c'est un championnat qui s'est joué il y a pas mal de temps, qui s'est terminé en novembre 2024. C'est ça qui les qualifie pour la Champions actuelle. Au Kazakhstan, il y a un temps de latence. Ça ne se joue pas sur les mêmes dates. Et ils sont actuellement 3e du championnat aujourd'hui. Donc c'est peut-être même pas la meilleure équipe kazakh du moment. Leur avantage numéro 1, bien sûr, au Kairat Almaty, ça va être, il va falloir les jouer à Almaty. C'est pas tout à fait en Europe tel qu'on connaît les frontières normalement. Le Kazakhstan est bien sûr affilié à l'UEFA, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais dur de dire que c'est un véritable pays européen. Et Almaty, grosso modo, ils sont collés au Kirghizistan. C'est sur la même longitude, j'ai checké, que Jaipur en Inde, juste pour dire. Donc on est effectivement sur un gros vol. Que va devoir faire le Real Madrid,
Le Kairat Almaty reçoit le Real. Ils reçoivent Bruges, ils reçoivent Paphos, Kairat Almaty. J'ai vu quelques tweets qui tournaient en mode je suis en train de dire que ça va être un top match. Bien sûr que ça va être un top match, ça va être un match extraordinaire. Kairat Almaty Paphos, et ils reçoivent aussi l'Olympiakos. Donc je vois pas un grand avenir pour le Kairat Almaty sur cette compète. Toutefois, on a commencé à en parler un petit peu hier aussi. Malgré le fait qu'ils ont seulement 2 joueurs évalués au-dessus du million d'euros dans leur effectif, ils ont Dastan Satpev. Alors lui, il a marqué 8 buts, donné 7 passes décisives en première Liga kazakh la saison dernière. Il a aussi planté sur les matchs élimination directe de Champions. C'est le meilleur joueur du Kairat Almaty. Il a 17 ans. Il vient d'avoir 17 ans. Et c'est pas une blague. Vous savez où il va signer l'année prochaine? Vous savez qui l'a recruté pour la saison 2026-2027? Eh oui, Chelsea. Il va rejoindre le centre de formation de Chelsea. Les gars avaient déjà un œil sur lui. Rien n'échappe au regard de Chelsea. Il scanne de partout dans le monde. Et donc, dès qu'il y a un début de promesse entrevue chez peut-être un joueur intéressant, il va partir à Chelsea. Mais en attendant, on aura l'occasion de le voir en Champions. Et peut-être avec la sélection kazakh. Voilà pour le Kairat Almaty, dont on a suffisamment parlé. Bodo Glimt, qui progresse à vitesse grand V. Bodo Glimt, il y a quelques années, c'était la Conference League où ils tapent la Roma de Mourinho 6-1. Après, ils se font éliminer par la Roma un peu plus tard dans la compète. Mais saison dernière, 24-25, ils étaient en demi-finale d'Europa League. Incroyable parcours pour eux. Ils sont sortis par Tottenham en demi-finale. Ils avaient éliminé la Lazio en quart. Et là, ils sont là, en Champions pour la première fois de leur histoire. Ils vont recevoir City, ils vont recevoir Bodo Glimt, la Juve, ils vont recevoir Tottenham, ils vont recevoir Monaco, des top matchs européens à la maison en Norvège, proche du pôle arctique, du cercle arctique. Ils sont eux tout au nord. Si le Kairat Almaty est tout à l'est, eux c'est tout au nord. C'est aussi un déplacement chaud. Et leur coach est Ketil Knudsen. Il est là depuis 2018. Il en a fait vraiment l'équipe numéro 1 de Norvège. C'est plus à Rosenborg, comme quand j'ai commencé à suivre le foot il y a une vingtaine d'années. Mon premier match au stade, OL Rosenborg, en 2002. C'est plus Rosenborg, c'est plus Molde, comme on a eu aussi quelques fois sur les dernières années. Maintenant, c'est véritablement Bodo Glimt. Et ils n'ont pas Bodo Glimt, un petit peu comme des clubs d'Europe de l'Est dont on a parlé, un patchwork de plein de nationalités, des Sud-Américains. Non, Bodo Glimt, c'est grosso modo que des Norvégiens. Il y a un Suédois, il y a 3 ou 4 Danois, et il y a un Russe, le gardien. Peut-être que c'est pas facile d'attirer beaucoup de Brésiliens en pôle arctique. Mais intéressant, c'est une équipe qui joue un football moderne, offensif, et qui sont capables de mettre quelques gifles. Ils ont un gros parcours, donc évidemment ils ne sont pas favoris pour s'en sortir. Même honnêtement, ils ont un des calendriers les plus compliqués, avec Juve et Atleti dans le chapeau 2, Tottenham chapeau 3, Galatasaray et même Monaco chapeau 4. Pas facile du tout. Mais voilà pour Bodo Glimt. Je dirais que le joueur à suivre là-bas, c'est pas facile, parce que je les connais pas du tout. Mais j'ai vu qu'ils ont un latéral droit, comment il s'appelle? Frédéric Sjövold, qui, en gros, mon idée, c'est que la Norvège, si vous avez checké la sélection norvégienne, la Norvège, il manque pas de joueurs offensifs. Ils ont Ødegaard, ils ont Haaland, ils ont Sorloth, ils ont Antonio Nusa, ils ont Oscar Bob, ils ont Strand Larsen. Ils ont plutôt besoin de mecs derrière. Et bon, il y a quand même Ryerson en tant que défenseur droit. Mais peut-être que Frédéric Sjövold peut lui faire un petit peu concurrence. Et sinon, j'ai aussi dans le viseur lui, parce que j'ai regardé quelques clips de ses actions avant qu'il signe à Bodo Glimt, à Vålerenga. Et honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai jamais regardé un match entier de sa part. Mais Magnus Risnes, lui pour le coup, milieu central, qui fait beaucoup de belles choses. La Norvège a bien progressé. J'ai l'impression que le championnat norvégien a bien progressé, parce que même une équipe comme Vålerenga, comment on disait Vålerenga faisait des choses plutôt modernes et offensives. Magnus Risnes, peut-être un gars à suivre. Du côté de Bodo Glimt, j'ai pas une grande expertise sur la Norvège,
Mais voilà ce que je dirais pour nos amis de Bodo. Passons à Bruges, et peut-être qu'il va encore falloir faire attention à Bruges cette saison. L'année dernière, ils avaient démoli l'Atalanta, match aller, match retour, 5-2 au total. Ils avaient été éliminés par Villa en 8e, on s'en souvient. Cette année, ils ont explosé les Rangers, 9-1 sur la double confrontation. Ils avaient plié, grosso modo, la double confrontation à Ibrox dès le match aller au bout de 19 minutes. Ils gagnaient 3-0. Brandon Mekele, quelle frappe il a lâché. Comme Arteta aime, plier les rencontres dès la première demi-heure, attaquer très vite, très fort. Ils font ça, ils sont forts en transition, ils sont forts sur coup de pied arrêté. Donc ils ont beaucoup de belles choses, Bruges. Et pourtant, cet été, ils ont perdu, comme je disais, peut-être mes 3 joueurs préférés de la saison dernière à Bruges, c'est Jachary, De Kuyper et Talbi. Les 3 sont partis, Jutgla aussi, quid d'Ordonez, qui peut-être va faire le bras de fer et effectivement aller à l'OM. Mais ils ont pris aussi, ils ont toujours Joaquin Seiz, et ils ont fait plein de petits coups, genre Aleksandar Stankovic, une dizaine de millions. Et mon joueur à suivre pour Bruges, ce sera Carlos Forbes. Il est là pour remplacer Talbi. C'est un petit ailier explosif, 1m69. On s'en souvient à l'époque, centre de formation de City. Il attirait pas mal le regard. L'Ajax l'avait pris. Ça n'a pas trop marché à l'Ajax. Ils ont essayé de le prêter derrière. Prêté aux Wolves saison dernière, comme il est portugais. Logique. Mais là, il est arrivé à Bruges, il a pas trop mal démarré, marqué un but sur les tours de qualif de Champions, une passe décisive en Jupiler Pro League. Et je crois que Bruges a plutôt bien commencé la saison aussi, notamment en gagnant la Supercoupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise. Ils avaient battu Salzbourg aussi sur le tour animation directe avant de jouer les Rangers et de les écraser. Donc Carlos Forbes, peut-être que c'est son année, il a que 21 ans et il est dans le radar depuis un petit moment. Mais ouais, déjà c'est un gars assez kiffant à avoir joué et peut-être qu'il va être une des révélations de Bruges cette saison. Benfica, 8e de Champions l'année dernière en ayant battu Monaco en play-off. Ils ont été sortis bien sûr par le Barça. Lamine Yamal avait fait un match extraordinaire au retour. C'était un de ses moments de révélation. Lui et Rafinha avaient encore combiné des moments géniaux. Benfica n'a pas été champion, donc ils ont dû passer par les barrages. Ils y ont battu Nice et le Fener. Plutôt un bon parcours, et ils n'ont toujours pas encaissé un but cette saison. Que ce soit sur ces matchs-là, que ce soit au Portugal, où ils ont 2 victoires, ils ont gagné la Supercoupe aussi contre le Sporting. Bien sûr, cet été, ils ont perdu du monde. Carreras au Real Madrid, Kökçü, qui est parti à Beşiktaş, c'était 2 des 4 joueurs les plus utilisés par Bruno Lage saison dernière. Mais ils ont pris Richard Rios, ils ont perdu Di Maria aussi à Rosario. Donc beaucoup de monde est parti. Mais ils ont pris Richard Rios à Palmeiras, Franjo Ivanovic de l'Union Saint-Gilloise, Amar Dedic, Barrenechea qui arrive en prêt, Samuel Dahl, quelques recrues ici et là. Celui que j'ai souligné, il n'est pas encore officiellement arrivé, mais Romano a donné le Here We Go hier soir. On était en train de faire le live. Soudakov à Benfica, 27+5. Il quitte enfin le Shakhtar. On va enfin voir Soudakov en dehors du Shakhtar Donetsk, en dehors de l'Ukraine. Et si vous vous souvenez de ma série de vidéos avant l'Euro 2024, j'étais très très high sur Soudakov. Il avait un peu déçu à l'Euro, comme l'Ukraine en général. C'est son moment. 23 ans, il faut vraiment performer maintenant et ça va être une opportunité assez extraordinaire à prendre le numéro 10 de Benfica. En tout cas, il sera le nouveau numéro 10 de Benfica. Moi, je trouve magnifique joueur potentiel et apparemment sa cote n'a pas trop baissé vu que Benfica lâche une énorme somme pour le prendre. Mais ouais, Soudakov à Benfica, forcément, ça me hype pas mal et ce sera mon joueur à suivre pour les Lisboètes. Le Slavia Prague, large champion de Tchéquie la saison dernière. Sur la phase avant les playoffs, ils avaient encaissé 11 buts en 30 matchs. Qui est-ce qu'on suit au Slavia Prague ? Peut-être le capitaine du Liberia, Oscar. Mais non, en vrai, je suis parti sur... Il y a une nouvelle génération grecque qui est en train de pousser. On en parlait un petit peu hier dans le live. Et je crois que Christos Zafiris, qui est un joueur qui leur appartenait déjà, mais qu'ils ont vendu cet été au PAOK, mais qui récupère en prêt, c'est un des moves les plus bizarres de l'été, parce qu'il a vraiment explosé au Slavia. C'est devenu un joueur coté à 11 millions. C'est, je crois, le 3e joueur le plus cher du championnat tchèque, si je dis pas de bêtises. Et il est vendu au PAOK. Et il le reprête derrière. Donc apparemment, lui, grec, veut retourner en Grèce au moins pour quelques temps. Mais on va avoir l'occasion de le voir sur les premiers matchs de Champions
avec le Slavia sur les 6 premières journées de la phase de ligue. Honnêtement, ça se trouve, le PAOK, c'est juste 1 an, parce qu'à Thessalonique, je crois qu'il y a un propriétaire, des histoires politiques, un mec qui veut faire des gros coups pour résister à l'invasion disons, à l'arrivée d'un autre investisseur, etc. Peut-être que c'est un coup où Zaferis fait juste 6 mois au PAOK et retourne ensuite en Europe dans un peut-être club top 5, un Big 5, je veux dire, parce que c'est plutôt là où on attendait Zaferis. C'est un des meilleurs joueurs du championnat tchèque et il a déjà été sélectionné avec la Grèce. Il était titu, je crois, au dernier match, dans le double pivot. Donc, ouais, il y a beaucoup de joueurs grecs. Et ce sera Christos Zaferis, mon joueur à suivre du Slavia. À l'Olympiakos, justement, si on parle de cette nouvelle génération grecque, regardons l'Olympiakos et regardons pas trop dans l'équipe de José Luis Mendilibar les Youssouf Yazidje, Rémi Cabella, Chiquinho, Dani Garcia, Gelson Martins, El Kabi, Yaremchuk. Ils ont pris tous les offensifs trentenaires du continent. Mais regardons plutôt, effectivement, la nouvelle génération tchèque. Ils ont par exemple dans les buts Konstantinos Tsolakis, jeune gardien de 22 ans. Est-ce qu'il deviendra le prochain Nicopolidis ? Il faut qu'il évite les cheveux qui deviennent gris. Mais qui a été vraiment très très bon la saison dernière et qui est en balance avec Mandas de la Lazio pour le poste de titulaire gardien. Il y a Vlaco Dimos, je crois, qui est passé 3e gardien en Turquie. Ce ne sera pas mon joueur à suivre parce qu'il y en a un autre peut-être encore plus intéressant, c'est Christos Mouzakitis, 18 ans, révélation de la saison dernière, absolue, est devenu en 1 an le 3e joueur le plus valuable du championnat grec. Il est passé de rien, inconnu au bataillon, centre de formation de l'Olympiakos, à 3e joueur le plus valuable. Une véritable explosion. Le Lamine Yamal grec, pas sur le profil, parce que c'est plus un milieu reculé, soyeux, qui a du jeu long, de la qualité d'interception, mais aussi du jeu long, peut-être une forme de Yuri Tillmans. Christos Mouzakitis, c'est peut-être, je confondais avec donc la Tchéquie quand je disais que notre ami Zaferis était le 3e joueur le plus valuable de Tchéquie. Je confondais peut-être avec Mouzakitis en Grèce. Mais ouais, il a fait une très très belle saison. Il a déjà été appelé chez les A. C'est un beau petit joueur et je pense que la Grèce va se qualifier pour la Coupe du Monde, j'espère pour eux. Et dans ce cas-là, on aura l'occasion de revenir encore plus en détail à partir de début 2026. On va commencer la série de vidéos sur les équipes à suivre du mondial. 48 vidéos, ça va être chaud, je sais pas comment on va faire. Mais Christos Mouzakitis, en tout cas, déjà l'occasion de le voir en Champions. Qui joue l'Olympiakos ? Ils étaient chapeau 3, si je dis pas de bêtises. Waouh, l'Olympiakos va recevoir le Real, jouer le Barça, jouer Arsenal. Et ils ont Paphos et Kairat Almaty, les deux. Intéressant pour l'Olympiakos. Des gros matchs, de l'exposition maximale pour donc notre ami Christos Mouzakitis. Galatasaray, c'est peut-être enfin l'année de Galatasaray en Europe. Champion de Turquie l'année dernière avec une seule défaite en 36 matchs. Meilleure attaque, meilleure défense. Ils ont fait le doublé avec la Coupe de Turquie aussi. L'année d'avant ça, ils avaient déjà été champions avec 102 points. Et je crois que le Fener était à 99 points, un truc comme ça. Ça fait quelques années que les champions, on n'est plus dans le Başakşehir, Trabzonspor, même Beşiktaş, etc. C'est vraiment redevenu un duo Galatasaray-Fener. Et Galatasaray est en train de tout prendre. Ils ont pris les 3 derniers titres. C'est pour ça qu'ils ont 5 étoiles sur le logo maintenant. 5 étoiles par. Une étoile, ça veut dire 5 titres. Ils ont 25 titres. Ils peuvent avoir maintenant les 5 étoiles. Et ils ont dépensé énormément. Ils ont continué de renforcer cette équipe. Ils ont fait un méga mercato. 120 millions d'achats. C'est plus que n'importe quel club de Ligue 1. Je suis allé checker. Si on enlève tous les clubs de Première Ligue, ils sont le 5e club d'Europe avec le plus de dépenses. Bon, bien sûr, ils ont mis l'essentiel sur Osimhen, 75. Mais ils ont fait aussi hier Wilfried Singo pour 30, 31. Ils ont fait Leroy Sané, libre. Ils vont peut-être faire Onyedika, peut-être Ederson. Leur mercato n'a pas l'air fini. Ils ont un effectif assez âgé, donc je ne saurais pas forcément ressortir de crack absolu. J'ai une curiosité sur Leroy Sané qui va faire son retour à l'Etihad parce que Galatasaray se déplace à Manchester pour jouer City. Il y a aussi un Galatasaray-Liverpool à Istanbul qui promet d'être assez chaud. Mais ouais, franchement, Galatasaray est fort. Et mon joueur à suivre, je ne vais pas faire original du tout. Vous connaissez Victor Osimhen, qui a quand même claqué 37 buts, toutes compétitions confondues la saison dernière. On le retrouve en Champions, après une année d'interlude.
on le retrouve en Champions. Et peut-être Galatasaray doit se faire pardonner de la saison dernière son parcours un peu décevant en Europa League, où il s'était sorti contre l'AZ, je crois, au premier tour d'élimination directe. Donc, énorme saison pour Galatasaray la saison dernière. Mais Galatasaray est un club avec une riche histoire européenne aussi. On attend de les voir à ce niveau. Et franchement, ça fait longtemps que Galatasaray n'a pas été aussi compétitif et aussi capable de peut-être faire un exploit en Europe au niveau de Champions. Voilà pour Gala. L'Union Saint-Gilloise, dont on vit aussi l'âge d'or. Premier titre depuis 1935 quand ils ont remporté le championnat belge. Première qualif LDC de leur histoire. Alors, les champions de Sébastien Pocognoli, qu'est-ce que ça va donner ? Ils ont vendu pour 60. Ils ont acheté pour une dizaine de millions. Donc, ils se sont renforcés surtout au niveau des caisses du club. Avec beaucoup de petits coups de joueurs que je ne connais pas. Adem Zorgan de Charleroi, Raoul Florux qui a acheté 5 millions. Kel Sherpen de Brighton, le gardien, Guilherme Smith de Kaliu, club estonien, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être là qu'ils avaient pris Promise David, d'ailleurs. Et je pense que c'est Promise David que je vais mettre comme joueur à suivre. Parce que la saison dernière, déjà, il avait été assez chaud. Il avait marqué 24 buts, toutes compétitions confondues, dont 8 en play-off. Avait permis à l'Union de prendre le titre. Dernière journée contre la Gantoise, je crois, il met un doublé dans la victoire 3-1. Et il n'est pas un ami de la famille de Joe David. Peut-être il est un ami, mais pas de la famille. Il est devenu capé avec le Canada. Son histoire est extraordinaire parce que c'est un mec que l'Union a pris. Voilà. Dans le championnat estonien l'année dernière, fait une énorme saison et leur apporte le titre. Avant ça, il jouait dans le championnat maltais à La Valette. Vraiment un journeyman, mais de 24 ans seulement. Donc, Promise David, effectivement très prometteur. On verra cette année. En plus, l'Union jouera les matchs de Champions au Lotto Park d'Anderlecht dans un meilleur environnement que le Stade du Roi Baudouin, où ils étaient en Europa League ou en Conference League. Europa League, peut-être quand ils avaient joué l'Ajax et que c'était une catastrophe. Donc voilà pour l'Union Saint-Gilloise. Je pense que c'est pas très original. Honnêtement, je suis un peu honteux sur l'Union parce qu'avec tous mes potes de Bruxelles qui surkiffent l'Union, à quel point j'en entends parler, même de vous dans les commentaires, je connais pas assez bien leur effectif. Donc je suis allé sur le joueur le plus coté qui m'avait un peu tapé dans l'œil l'année dernière, notre ami Promise David. Mais si vous avez d'autres noms qui vous intéressent, d'autres joueurs à suivre, dites-moi. Et on va se mettre un petit peu sur l'Union, parce qu'en plus, l'Union joue Monaco, si je me souviens bien, et il joue Marseille. Non, il joue pas Monaco, pardon, il joue Marseille. Il joue l'Inter, le Bayern, l'Atalanta, l'Atleti, Marseille, le PSV Eindhoven, Newcastle, Galatasaray. Gros calendrier quand même pour l'Union. On va suivre ça cette saison. Le Sporting Portugal, l'histoire du Sporting, c'est d'avoir conservé leur titre la saison dernière malgré le départ d'Amorim et malgré la grosse baisse de performance qu'ils ont encaissée après le départ d'Amorim. Leur coach, Rui Borges, a réussi à maintenir le navire, a réussi à maintenir le cap. Ils ont vendu Gyökeres bien sûr cet été, c'est quand même une grosse perte. Ils ont pris Luis Suarez de l'OM, le fameux, qui a tout explosé la saison dernière à Almeria en deuxième division. Mais 22 millions pour un joueur de D2 espagnol, ça semble beaucoup. Il a déjà 27 ans, il aura 28 ans en décembre. Peut-être un peu bizarre, après il a quand même claqué 31 buts la saison dernière en D2. Il a bien commencé au Sporting en plus, ses débuts se passent bien. Donc peut-être que c'est lui, mais en vrai, je vais pas être très original et je vais redire comme la saison dernière Giovanni Quenda. 18 ans seulement, c'est sa dernière année avant d'aller à Chelsea. Et déjà l'année dernière, il avait eu 8 titularisations LDC. C'était un des gros prospects de la saison 24-25. Continuons à suivre la trajectoire de Giovanni Quenda. Parmi d'autres mondes, mais peut-être le Sporting va vivre une saison un peu plus compliquée. Ils ont bien démarré au Portugal, on verra. Et qui est-ce que le Sporting Portugal joue en Champions ? Ils sont dans le groupe de Marseille. Ils ont Marseille dans leur calendrier. Ils ont le Paris Saint-Germain, le Bayern, Bruges, Juve, Naples. Un déplacement à San Mamés. Pas facile. Pas facile du tout le calendrier du Sporting, je trouve. Avec des déplacements à Naples, à Bilbao, à Turin, à Munich, Paris-Marseille. On va voir un peu du Sporting cette saison, donc au moins contre les clubs français. L'Ajax. Mon Ajax, entre guillemets, qu'est-ce qu'on en pense ? Heitinga est arrivé cet été. Il revient donc à l'Ajax après avoir été l'assistant de Slot saison dernière à Liverpool. Il remplace Farioli. Il a pris dans ses valises Vítězslav Jaros
en tant que gardien, qui était un des troisième gardiens de Liverpool. Peut-être ils vont prendre James McConnell, un milieu central de Liverpool. Ils ont vendu Yorel Hato, ils ont vendu Carlos Forbes, comme on a dit, mais surtout Yorel Hato, leur jeune capitaine. Ils ont pris Oscar Gluck, Itakura de Gladbach. Oscar Gluck, c'est intéressant. On va le voir peut-être un niveau au-dessus par rapport à Salzbourg saison dernière. Ils ont fait un pari Raoul Moreau. Et après, sinon, leurs vétérans sont toujours là. David Klaassen, Wout Weghorst, et titulaire en ce moment, j'ai vu, Steven Bachhaus. Voilà, les trentenaires de l'Ajax sont toujours en place. Mon joueur à suivre pour eux, en vrai, je pense que c'est assez facile. C'est le petit belge Jordi Mokyo. Je dis pas qu'il va jouer 2500 minutes cette saison, mais de ce qu'on a commencé à voir saison dernière, donc c'est un milieu défensif de 17 ans, milieu reculé de 17 ans, milieu un peu box-to-box quand même, aussi de projection. Et bah, c'était pas mal du tout. Et il a des stats avancées énormes. C'est un des petits cracks. Si je faisais une vidéo demain sur les petits cracks à suivre, il aurait sa mention, je pense, dans la liste complémentaire. Il est 94e centile en Eredivisie en dribble réussi, 94e centile en XG, mais aussi 99e centile en bloc. Donc il fait un petit peu des choses des deux côtés du terrain, avec ballon et sans ballon. Il va alterner, je pense, entre les A et la réserve cette année encore. Mais quoique, il n'y a pas beaucoup de monde dans sa position à l'Ajax. Donc peut-être qu'il aura beaucoup d'opportunités. Et en Champions, c'est un vrai crack en puissance. Jordi Mokyo, le Belge de 17 ans. Gardons un œil sur lui et continuons de surveiller sa progression. L'Ajax va jouer contre... Où est-ce qu'ils sont? Jetons un œil à mes copains Ajaxide. PSV Eindhoven, Ajax, Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, déplacement au Vélodrome, réception de Galatasaray, déplacement à Karabag. Voilà pour le calendrier de l'Ajax, où on verra peut-être un peu de Jordi Mokyo. PSV Eindhoven, on reste aux Pays-Bas, on accélère un petit peu. Le PSV a beaucoup vendu. Quand je regarde Malik Tillman, Bakayoko, Noah Lang, Boskagli, Benitez et quelques autres, ils ont vendu, je suis allé checker sur FBref, 7 de leurs 12 joueurs les plus utilisés saison dernière. Ils ont vendu 6 titulaires sur les 11. Une vraie saison de transition pour eux. Certes, ils ont pris celui qui hantait mes rêves juste avant l'Euro 2024, Dennis Mann, mais ils ont aussi pris Paul Vanner, milieu offensif du Bayern, le petit, qui n'a pas réussi donc à se faire une place dans l'effectif du Bayern, qui avait fait un prêt à Heidenheim l'année dernière, et qui donc va avoir sa chance, j'imagine, en tant que titulaire ou pas loin avec le départ de Malik Tillman. C'est ça le but pour Paul Vanner au PSV Eindhoven, remplacer Malik Tillman. Un environnement qui peut-être lui conviendra mieux que Heidenheim sur le fait d'avoir plus le ballon, d'être une équipe dominatrice en possession, beaucoup plus de volume offensif. Ça lui ira peut-être mieux. Et donc, je dirais Paul Vanner, mon joueur à suivre du PSV Eindhoven. L'AS Monaco, saison dernière, 3e de Ligue 1, mais peut-être ça aurait dû être un peu plus. On avait regardé les chiffres avancés en live. Ils avaient le 5e différentiel d'XG, XG produit moins XG encaissé, des 5 championnats majeurs. Ils ont sous-performé, ils ont marqué 10 buts de moins que ce qu'ils auraient dû peut-être. Ils ont encaissé quasiment 10 buts de plus que ce qu'ils auraient dû. Donc peut-être sont un peu mal payés, peut-être la pièce a un peu mal tourné. C'est une bonne équipe qui fait un drôle de mercato. Eric Dyer, Paul Pogba, Ansu Fati, Lucas Radecki, ils prennent de l'âge. Ils ont vendu Singo, ils ont vendu Boisbré, ils ont vendu quelques gars. Tant qu'ils gardent pour moi Marnes Akliouche, ça ira. Alors lui, c'est véritablement le crack qu'on dit qu'il est. Absolument. Mais mon joueur à suivre, même si Akliouche fait une grosse saison, peut-être il partira dans un top 10 européen et continuera de choquer un petit peu plus. Mais mon joueur à suivre, de Monaco, c'est facile, non? C'est Paul Pogba. Énorme pari. Même sur sa photo de profil Transfermarkt, il est en doudoune. Donc il est à peine plus un footballeur professionnel, sauf qu'il est un sacré footballeur professionnel. Un footballeur professionnel qui a son prime Pogba. C'est un des premiers gars que je prends quand je fais mon équipe, mon 11 idéal du 21e siècle. À quoi est-ce que j'ai envie de... Tu mets Pogba, Prime Pogba dans ton équipe, tu peux construire tout le reste avec pas mal de sérénité derrière. S'il retrouve ne serait-ce que 70% de ce niveau, c'est un joueur Champions, aucun problème. Mais il n'a pas foulé un terrain depuis 2 ans, et toujours pas depuis qu'il est arrivé à Monaco. Donc l'interrogation est maximale. Il n'y a pas vraiment de joueur plus... Tu peux imaginer que Paul Pogba, il joue aucune minute cette saison. En fait, il ne redevient pas un joueur de foot, c'est possible. Comme tu peux imaginer qu'il est appelé par Deschamps pour jouer la Coupe du Monde à la fin de l'année.
comme le retour de Kanté en équipe de France par exemple, il y a quelques temps. Ouais, c'est la possibilité de Paul Pogba qui est tellement intrigante. Forcément, c'est mon joueur à suivre pour Monaco. L'Olympique de Marseille, Rabiot. On verra ce que ça donne, mais en vrai, est-ce que c'est pas Rabiot le joueur à suivre pour voir comment toute cette histoire se poursuit? Ça peut être un sacré scénario. En vrai, je dirais peut-être Bilal Nadir, qui a fait une entrée l'autre jour contre le Paris FC extraordinaire. Top entrée. Peut-être que c'est son moment, à 21 ans. Il y a aussi Robinho Vaz, qui a fait une bonne entrée, qui a que 18 ans, qui est peut-être le crack de Marseille. Il y a le petit Daryl Bakola aussi, qui est intéressant et qui peut avoir du temps de jeu, si on regarde les petites pépites qui pourraient exploser. En vrai, Timothy Weah, grosse acquisition de l'été, ça m'intéresse parce que le voir dans une position un petit peu plus naturelle, ça, plus que piston à la Juve, où il se débrouillait pas trop mal, mais quand même, ça peut être intéressant. Il y a Zegrova s'il arrive effectivement, mais en vrai, je pense que c'est assez simple. C'est forcément pour l'OM Igor Paixão, qui est arrivé blessé, donc on l'a pas vu du tout encore pour l'instant. Il reviendra sans doute après la trêve internationale. Méga acquisition, 30 millions, c'est la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et dans ces grosses acquisitions, ça n'a pas toujours bien marché. Certes, Dimitri Payet, pas mal. Le retour de West Ham. Mason Greenwood, l'année dernière, rien à dire. Mais Vitinha, 32 millions. Eli Wahi, 27 millions. Kevin Strootman, 25 millions. Ça marche pas toujours très bien. Igor Paixão a, si on suit ces stats-là, une chance sur deux. Mais il était un top joueur de Champions l'année dernière avec Feyenoord. Il a fait vraiment une très grosse saison. Ressortait dans beaucoup de stats avancées. Et on en parlait déjà sur la chaîne à partir de, je pense, septembre, octobre. C'était déjà intéressant. Donc, hâte de voir. Et pour l'instant, on n'a pas vu du tout. C'est une année de Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a de quoi se frayer une place dans la liste d'Ancelotti? Il y a quand même du monde sur le secteur offensif au Brésil. Mais c'est l'enjeu, peut-être, pour l'Olympique de Marseille et surtout pour Igor Paixão. Dortmund, l'équipe me fait pas trop vibrer. Le début de saison, avec déjà une déception sur la première journée, je sais pas. J'ai vu qu'ils vont peut-être vendre Max Bayer 70 millions à Brentford, ce qui est incroyable. Brentford en train de paniquer maximal, même si c'est un bon joueur, peut-être pas un joueur à 70. J'ai vu que Fabio Silva est en train de passer sa visite médicale à Dortmund, pourrait être notre joueur à suivre. Il a fait un très bon prêt à Las Palmas, après avoir été beaucoup prêté par les Wolves. Il avait fait Anderlecht, il a fait les Rangers, le PSV Eindhoven. Fabio Silva à Dortmund, pour se relancer, pourquoi pas. Mais mon joueur à suivre pour Dortmund, Chukwuemeka, j'avoue, pourquoi pas. Mais je pensais Job Bellingham. Bien sûr, l'histoire, elle est dingue. Le meilleur joueur de Sunderland l'année dernière, qui ne va pas jouer en Première Ligue, mais va plutôt à Dortmund, dans les traces de son frère. Et première journée, il se fait déjà sortir à la mi-temps, et les parents vont engueuler le coach ou le directeur sportif devant le vestiaire. Ça commence un petit peu à monter en tension. C'est un top joueur sur le papier. Il est un petit peu dans le moule de son frère. Et il va jouer la Champions. Et Dortmund, qu'est-ce que Dortmund joue en Champions cette saison? Ils étaient chapeau 1. Ils ont l'Inter, Manchester City, déplacement à l'Etihad, Villarreal, la Juve, déplacement à Tottenham. Donc on va avoir beaucoup de Job Bellingham en Angleterre. Déjà que sur The Athletic, vous imaginez que gros joueur de Sunderland, frère de Jude, il y a beaucoup d'articles sur Job Bellingham. Ça va continuer d'être le cas avec ses déplacements à Londres et à Manchester. Bodo Glimt, Bilbao et Copenhague sont les autres adversaires de Dortmund, que je ne sais pas si je mets dans mon top 24 pour l'instant. Je ne suis pas convaincu non plus sur le mercato. Moins que... Alors Francfort, je ne sais pas. Qui sera devant dans ce classement de Champions? Francfort ou Dortmund? Il faut dire que les hommes de Tom Muller, ils ont perdu en l'espace de 6 mois Marmouche et Ekitike. Ils ont plein de cash. Ils ont fait Jonathan Burkhardt pour une 20aine de millions en provenance de Mayence. Ils ont toujours Hugo Larsson. Ils ont quelques petits cracks ici et là. J'hésitais entre Jean-Matteo Baoya, un ailier franco-camerounais qu'ils ont acheté à Angers il y a 2 ans, qui a joué genre 900 minutes de Bundesliga la saison dernière, commençait à être intéressant. Mais là, il a été titulaire premier match. Il a marqué 2 buts premier match, contre le Werder, si je me souviens bien. Il était titulaire en Pokal aussi. Il commence fort. Celui qui a le plus de chances de faire une Ekitike / Marmouche, je pense que c'est pas Baoya, même si, mais c'est le petit Chan Uzun. Milieu offensif de 19 ans, vrai crack. Top premier match aussi contre le Werder Brême, un but, 2 passes D, impliqué dans tous les bons mouvements. Un vrai bon petit joueur. Et si l'Eintracht continue à valoriser ses joueurs,
il va peut-être être celui qui a le plus de chances de se retrouver un petit peu plus haut après une bonne saison de Champions. L'Eintracht a le calendrier le plus difficile, je trouve, de tous. Ça veut dire aussi exposition maximale pour ces jeunes pousses, mais ils ont Liverpool et le Barça, déjà chapeau 1, Atalanta, Atlético, Tottenham, Naples, le pire du chapeau 3. Ils ont quasiment le pire du chapeau 1, tu mets juste le PSG peut-être, mais Liverpool, Barça, chapeau 1, Tottenham, Naples, chapeau 3, Galatasaray dans le chapeau 4, pas un cadeau, et déplacement à Karabakh. Je trouve l'Eintracht a pris le pire calendrier, mais donc a des matchs à énorme visibilité. Peut-être qu'on verra donc encore un peu plus de Can Uzun. La Juve, il nous reste une poignée de clubs. La Juve, il y a la situation Jonathan David et Dusan Vlahovic. Vlahovic, apparemment, comme on y a dit, va rester à 99%. Donc, sacré dénouement. Ils ont pris David pour le remplacer, mais peut-être qu'ils vont avoir les deux. Mon joueur à suivre, ce ne sera pas Joe David qui a marqué sur son premier match. Parce que mon joueur à suivre, c'est celui qui va devenir un joueur à 100 millions d'euros cette saison. Bien sûr, c'est Kenan Yildiz, un de mes joueurs préférés du foot mondial, un énorme crack. Si je faisais un quatuor, s'il y avait une équipe qui faisait un quatuor, Yildiz à gauche, Olysée à droite, Nico Pass en 10, peut-être Joao Pedro en 9, je serais un homme heureux. J'adore Kenan Yildiz et je crois qu'il va exploser encore plus cette saison. C'est déjà le meilleur joueur de la Juve, mais attention à la saison qui arrive. Si je me réveille un matin et que j'apprends que Kenan Yildiz a fait les croisés, ça va être une très très mauvaise journée ici. C'est le joueur à suivre de la Juve, tout le monde le sait, c'est aussi le cas pour moi. Il nous reste 6 ou 7 clubs, et notamment l'Atalanta, qui touche à la fin d'une ère. Gasperini est parti, Ivan Juric, qui était son assistant il y a une dizaine d'années au Genoa, j'ai envie de dire, et à l'Inter, est arrivé. Ses dernières expériences sur un banc, Southampton, la Roma, c'était un peu des catastrophes. J'ai un petit peu peur. Non, c'était Palerme où il était l'assistant de Gasperini, ce que mes notes disent. Il était correct au Torino, mais par contre, Roma et Southampton, c'était pas fou. Ils ont dominé Pise ce week-end, peut-être ils auraient dû faire plus qu'un partout, mais ils ont pas mal bougé. Ils ont vendu Retegui en Arabie Saoudite. On verra ce que donne la situation avec Lookman, c'est dur de savoir pour l'instant. Ils ont acheté Krstovic, un de nos mousquetaires, qui a fait une grosse saison à Lecce finalement. Mais mon joueur à suivre, c'est Gianluca Scamacca, parce qu'il fait son retour. Il a raté toute la saison dernière. Il revenait des croisés à peu près à la mi-saison. Il a joué 5 minutes, et je crois qu'il s'est fait l'ischio. Donc il a joué littéralement 5 minutes en 2024-2025. Il est revenu, et première journée de Serie A, il a marqué. Scamacca est toujours un joueur qu'il faut à suivre. Le top Scamacca, c'était quelque chose. Ça n'avait pas marché à West Ham, mais en Serie A, une forme de regen de Zlatan ou d'Arnautovic. Scamacca à l'Atalanta en Champions. L'Atalanta joue quelques gros matchs de Champions. Scamacca sera mon joueur à suivre. L'Inter, intéressant. Eux aussi, ils tournent une page. Gasperini a quitté l'Atalanta pour aller à la Roma. Inzaghi a quitté l'Inter, bien sûr, pour aller en Arabie Saoudite. Ils ont pris Chivou et ils ont injecté finalement pas mal de 109. Ils le devaient. C'était l'équipe la plus âgée de Champions l'année dernière. Mais ils ont Anjuan Boni, 21 ans. Ils ont rappelé de près Pio Esposito, qui a 20 ans, arrivé de la Spezia, qui avait bien marché en D2. Ils ont fait Andy Diouf, 22 ans, Luis Enrique, et mon joueur à suivre pour l'Inter, titulaire avec la Croatie au dernier match, et qui a fait une top première journée de Serie A, c'est Petar Susic. Top contre le Torino, peut-être qu'il va prendre la place de Mkhitaryan. Il était titulaire avec la suspension de Çalhanoğlu, mais dans la position de Mkhitaryan. Et Mkhitaryan était dans la position de Çalhanoğlu. Donc, avec le retour d'Akan, je pense que Susic a des chances, au moins au fur et à mesure que la saison avance, de prendre la place de titulaire, de jouer beaucoup de matchs. Et cet Inter, finalement, c'est un peu renouvelé. Thuram Lautaro, même si Esposito et Anjuan Boni, c'est intéressant, j'imagine qu'ils auront moins de possibilités derrière Thuram Lautaro, mais au milieu, il y a peut-être plus une place. Mkhitaryan a quoi, 36, 37 ans. Donc Susic sera mon joueur à suivre pour l'Inter. Villarreal, mon joueur à suivre n'est pas Georges Mikotadze. Please, Georges, ne pars pas. Résiste aux sirènes du sous-marin jaune. Villarreal fait son retour en Champions, certes, 4 ans après leur demi-finale contre Liverpool. Ils ont été 3e en
XG saison dernière en Liga, 4e en différentiel d'XG, donc leur 5e place était méritée. C'est la 3e saison de Marcelino après son départ de l'OM. Ils sont toujours sur un 4-4-2/4-2-2-2. Ils ont beaucoup bougé. Baena est parti, Tierno Barry est parti après 1 an seulement à Everton. Donc effectivement, je sais qu'ils ont besoin de renforts offensifs. Mais s'il vous plaît, laissez-nous Mikotadze. Contentez-vous, comme joueur à suivre, de mon petit gars, Renato Veiga. Dommage que Logan Costa se soit fait les croiser dans un match de pré-saison, mais sans ça, peut-être que Veiga ne serait pas arrivé à Villarreal. Il arrive dans une belle équipe. J'aime bien ce défenseur. À 22 ans, il a la possibilité de vraiment, vraiment montrer au monde en Champions ce qu'il vaut. Et j'aurais pu mettre Tejon Buchanan, un autre ami de la chaîne, comme Renato Veiga, dont on avait parlé à l'époque avant la Coupe du Monde, et qui a claqué un triplé sur son premier match en tant que milieu droit contre Girona. C'était entre lui et Renato Veiga. Disons Renato Veiga, on l'a suffisamment hypé pendant la pré-saison pour le mettre. L'Athletic Bilbao. Alors, est-ce que vous connaissez à l'Athletic Bilbao un petit gars qui s'appelle Nico Williams? Alors oui, ce sera mon joueur à suivre parce que Nico Williams, un mec qui a gagné l'Euro en marquant en finale, qui a 170 matchs dans sa carrière avec Bilbao, qui est coté à 70 millions sur Transfermarkt, qui a un des salaires désormais les plus élevés de Liga. Ce gars-là a jamais joué la moindre minute de Champions. C'est le moment. Toute la carrière de Nico Williams pointe vers cette direction. Ils n'ont pas fait la finale l'année dernière à San Mamés, la finale d'Europa League, qu'ils étaient très proches de faire. Mais cette année, en Champions, peut-être que c'est l'année de Nico Williams. Et ils ont quelques gros matchs en plus. L'Athletic Bilbao. Ils vont jouer le Paris Saint-Germain à la maison, Arsenal à la maison. Ils bougent à Newcastle pour à St. James Park, J4. Quelques gros moments de lumière. Et je sais pas, ils viendront signer un méga contrat jusqu'en 2035, un contrat de 10 ans. Donc peut-être qu'il va faire toute sa carrière à Bilbao. Mais les sirènes vont continuer de retentir parce que quelques grosses performances en Champions, comme il a déjà démarré d'ailleurs la saison de Liga, pourraient continuer d'attirer les regards. Mais ouais, juste Nico Williams pour mon kiff personnel. J'ai envie de le voir en Champions, dans son club, à la maison. Ça va être beau. Il nous reste 2 clubs anglais, Tottenham et Newcastle. Tottenham, on en a déjà pas mal parlé. Gros début de saison pour eux. La paire Richarlison-Kudus est en train de marcher super fort. Pape Matar Sarr sous Thomas Frank, ça marche super fort. Mais ils ont perdu Kulusevski, ils ont perdu James Maddison. Ils avaient besoin d'un renfort offensif. Hier soir, Here We Go de Fabrizio Romano pour Xavi Simons. 60 millions d'euros. Xavi Simons arrive à Tottenham. Xavi Simons sera mon joueur à suivre des Spurs pour des raisons assez évidentes. Newcastle United, enfin, les pauvres. Déjà le problème avec Isak pendant l'été, qui arrive comme ça sans prévenir, en tout cas pour nous. Lundi, un match à St. James Park qu'ils perdent. Je pense pas qu'ils méritent de le perdre. Ils perdent sur suspension Gordon 3 matchs. Ils perdent sur blessure Cher, traumatisme crânien, peut-être il reviendra relativement vite. Mais surtout, Joelinton et Tonali. L'épaule pour Tonali, l'ischio gauche, si je me souviens bien, pour Joelinton. Ils sont décimés. Et leur mercato, donc je pense qu'ils vont effectivement vendre Isak. Mais leur mercato, dans le sens des arrivées, Elanga, j'aime bien, mais 60 millions. Jacob Ramsey, pourquoi pas, 45. Même Malik Thiaw, que j'aime bien, mais 35, je pense aussi que c'est surpayé. Et là, apparemment, donc ce sera lui mon joueur à suivre de Newcastle, pour boucler la vidéo, ils vont faire Voltoma 2. Pareil, Here We Go de Fabrizio Romano hier soir. 80 millions d'euros pour Nick Voltoma 2, que le Bayern voulait. 80 millions, c'est cher. J'aime bien Voltoma 2, c'est mon joueur à suivre de Newcastle. Un gros neuf, un grand neuf, quasiment 2 mètres, qui arrive en première ligue, après Šeško, après Gyökeres, après quelques autres. Voltoma 2 à Newcastle, dans un contexte très très difficile. Il va être immédiatement sous les projecteurs. Et ils vont peut-être perdre Isak. C'est la panique à Newcastle. Ils ont la Champions à gérer maintenant. Et la dernière fois qu'ils ont eu Champions et Première Ligue, quand ils sont revenus en Champions il y a 2 ans, ils avaient beaucoup souffert en Première Ligue. Je pense qu'ils avaient fini 6e ou 7e. Ça va être difficile pour eux de cumuler les 2 compètes. Je trouve que leur effectif est léger. Ça va être difficile pour cette saison pour Newcastle. Mais ils ont pris Voltoma 2. Assez incroyable. Évidemment, on va finir sur lui. Ce sera mon gars à suivre pour les Magpies.
Waouh. 50 minutes, c'était long. J'espère que ça vous a plu. Je suis dead. J'ai bien mérité ce week-end, qui va être un méga week-end, avec pas mal de vidéos, parce qu'on a Liverpool-Arsenal dimanche et on a l'Olympico pour finir dimanche soir. Ça va être un kiff. Rendez-vous pour ça. Et merci d'avoir été là. C'était une grosse semaine. Merci d'avoir été là sur le live hier. Désolé, manque d'énergie un peu à la fin. J'étais dead. Et là, je vais aller me reposer un petit peu pour préparer cet énorme week-end. Prenez soin de vous, les potes. Absolument, prenez soin de vous. Et on se dit très très vite. Passez un bon week-end.